Salut les terriens, je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Bertrand Blier. Bertrand Blier, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir. J'espère que vous aussi, vous êtes content. Je suis très heureux. On est bien là, paisible, à la fraîche, décontracté du gland. Oui, elles sont... Alors Bertrand, en P1, nous serons tous les deux, nous parlerons de vous, de votre père, de vos films, de vos récompenses. Un Oscar, 5 Césars, le Grand Prix du jury à Cannes. Et pourtant, tout le monde continue à vous confondre avec Henri Pescarolo, le pilote, le pilote automobile. C'est épouvantable. Oui, ça a certains avantages quand je vais dans le sud-ouest. Oui. Parce que j'ai tout de suite une table dans un restaurant. Hein. Voilà. Ah oui. Alors bien sûr, nous parlerons de votre pièce, Désolé pour la moquette, donc actuellement sur la scène du théâtre Antoine. En P2, nous accueillerons deux nouveaux invités pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. Isabelle Mergo, pour son film Donnant, qui a rendu Éric Zemmour malheureux pendant 1h30, ce qui est déjà très bien. Voilà. Toujours en P2, dans le cadre de l'opération Je suis de droite et je t'emmerde, nous recevrons Christian Estrosi, ministre de l'Industrie, qui veut lancer le label Fabriqué en France. C'est vrai que pour le moment, les seuls à porter ce label, ce sont les chômeurs. En P3, après le zapping et Guillaume, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Marion Bergeron, pour son livre 183 jours dans la barbarie ordinaire en CDD chez Pôle emploi, chez Plon. Je me suis toujours demandé pourquoi ça s'appelait Pôle emploi. En fait, c'est parce que c'est glacial et qu'on n'y trouve rien. Voilà. Donc demain, dimanche, c'est la journée mondiale contre la peine de mort, organisée par Amnesty International. Salut les terriens s'associe à cette action en laissant cette bougie se consumer pendant toute la durée de l'émission. Voilà. L'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Bertrand Blier, bonsoir. Heureux. Alors, on vous dit misanthrope. C'est vrai qu'un jour, vous avez déclaré, au fond de moi, il y a toujours un rebelle qui sommeille, un homme de mauvaise humeur. J'aime bien les gens de mauvaise humeur. À quoi ça sert d'être poli? À quoi ça sert de se lever de bonne humeur? Voilà. Oui, ben c'est vrai, à quoi ça sert, en fait. Oui. Sinon, à être heureux. Oui. Mais pour créer, pour écrire, pour faire des films ou autre chose, il vaut mieux être de mauvaise humeur. Là, vous avez l'air de bonne humeur. Je suis de très bonne humeur parce que je suis chez vous, là. Ah. Alors, misanthrope, peut-être. On dit aussi que vous êtes misogyne. Moi, je trouve pas. Vous aimez les femmes à votre façon. Au sujet du bruit des glaçons, vous avez déclaré « C'est pour les scènes d'amour entre Anne Alvaro et Jean Dujardin que j'ai tourné le film. Quand on a une tumeur inguérissable au cerveau, l'accomplissement de la vie qui vous reste passe obligatoirement par les bras d'une femme. On cherche celle qui vous fermera les yeux. » C'est magnifique. Ben, c'est vrai. Ouais. On a envie de mourir dans les bras d'une femme. Oui. Pas dans les bras d'un professeur de médecine. Oui. C'est plutôt avec les hommes que vous êtes dur, moi, je trouve. Toujours des paumés, des losers. Mes personnages les plus cons dans mes films, c'est les mecs, toujours. Ouais, Parce ouais. qu'ils comprennent rien aux femmes. Oui. Voilà. C'est tout. Alors après le Bertrand Blier, cinéaste du bruit des glaçons, cette rentrée nous apporte un Bertrand Blier dramaturge avec Désolé pour la moquette au Théâtre Antoine, avec Annie Dupéré, Myriam Boyer, Patrick Préjean dans les principaux rôles. Alors le pitch, vous voulez que je le fasse ou vous le faites? Faites-le, on va voir comment vous vous démerdez. C'est le vôtre, hein, de toute façon. Alors j'ai imaginé, dites-vous, la rencontre d'une bourgeoise et d'un SDF dans une ville où les trottoirs sont moquettés pour que les SDF soient mieux installés. Et c'est une idée, reconnaissez qu'elle est bête. Ah, elle est géniale. Donc, c'est une idée politique. Ouais, non, vous avez des idées. Le bruit des glaçons, le mec qui dit bonjour, je suis votre cancer. Là, la loi qui oblige de prolonger les moquettes des appartements pour que les SDF soient mieux. C'est pour illustrer la mauvaise conscience générale Exactement. qui nous touche tous. Oui. Parce qu'à chaque fois qu'on sort dans la rue, on rencontre un mec qui dort par terre. Ouais, Donc on est mal. Qu'on soit de gauche ou de droite, on est mal. ouais. Alors voilà, ces deux femmes. Alors il y a la bourgeoise dédaignée par un mari volage, la clocharde qui affronte la rue, et elles vont d'une certaine façon interchanger leur place. Mais il y en a une qui dort devant la maison de l'autre. Voilà. Donc elles se connaissent. Il y en a une qui dérange l'autre. Si elle ne bouge pas trop, ça va.
quand elle commence à faire des trucs un peu dégueulasses, ça dérange. Oui. Alors, il y a Patrick Préjean en clochard céleste, capable de performances sexuelles hors normes. Oui, il bande tout le temps, il n'éjacule pas parce qu'il est à moitié mort, à cause du froid. Oui. Le froid fait durcir, mais tue aussi. La scène est dantesque. Hein. Ouais. Oui, oui, très difficile à mettre en scène. Ouais. Alors, dans cette pièce, tous vos fondamentaux sont là, les répliques acides, les digressions absurdes, l'obsession du sexe. De quoi voulez-vous parler? De sport? Non. La mort, le cul, les femmes, les hommes. Voilà. Tout est dit. Ouais. On regarde à quoi ça ressemble. Non. J'ai pas mes règles. Dans quelques mois, sur votre moquette, va y avoir quelque chose de vagissant. Un merveilleux petit être. Il n'aura même pas de papa. Et forcément, sur votre moquette, on dort tellement profondément, moi, les mecs qui me passent dessus, une fois sur deux, je me réveille pas. Vous la sentez, la bonne chaleur? Vous êtes en train de vous faire baiser. Par qui? Par moi. Parce que je vous tire et je prends votre place. Tenez, vous allez en avoir besoin. Oh, mais ça va pas se passer comme ça. Ah, mais si, ça va se passer comme ça. Oh, non. Vous êtes complètement con. C'est un truc à déclencher l'alarme. Ah qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? 24B56. Voilà, désolé pour la moquette de Bertrand Blier, qui est notre invité ce soir au Théâtre Antoine. Alors, ce qui est nouveau avec cette pièce, c'est que vous vous servez de la clocharde pour évoquer votre père, Bernard Blier. Elle parle d'enfance spéciale, de mère qui pleure tout le temps, de père absent ou enfermé dans son bureau, n'en sortant que pour beugler, de mauvaise humeur, macho, aigri de ne pas pouvoir séduire les femmes qui lui plaisent et le faisant payer à son entourage. Il était comme ça, Bernard Blier? J'ai entrouvert la porte Ouais. sur des choses parce que maintenant j'ai l'âge de le faire. Ouais. Donc j'entrouvre. Plus tard, j'ouvrirai plus grand. La dernière réplique, c'est avec tout ça, vous comprendrez que j'ai parfois du mal à communiquer ma joie de vivre. Oui, on s'aperçoit avec le temps qu'il y a un phénomène étrange que je ne connaissais pas mais que je découvre, c'est que l'enfance remonte à très grande vitesse et on la prend dans la gueule. Et on se dit, merde, alors c'est pour ça que j'ai fait tout ce parcours, que j'ai écrit des choses noires, douloureuses, c'est pour ça que j'ai été mal, que j'ai pris tellement de médicaments, que parfois même j'ai picolé, parce que ça n'arrive pas qu'aux acteurs, mais j'ai pas fait de psychanalyse. Ouais. Voilà. Si vous aviez fait de la psychanalyse, vous n'auriez pas écrit « Désolé pour la J'ai moquette ». fait une énorme économie. Hein. Oui, oui. Alors, vous dites, en fait, mon père avait une face cachée, l'autre côté du miroir était noir, avec de la violence. On fait toujours du mal à nos enfants. Il faut s'efforcer de ne pas le faire. Donc il faut prendre exemple sur nos parents à nous pour faire mieux. C'est ça qui me semble une simple notion de progrès, c'est avec les enfants. Sinon, faire quoi? Pire? Non. Taper plus fort? Non. Alors, pendant la guerre, vous étiez enfant, donc votre père s'était évadé d'Allemagne, et quand il entendait l'ascenseur... Le moteur de l'ascenseur, c'était... il avait peur. Ah ouais. Et donc, probablement, il me communiquait sa peur. Ouais. La sueur froide, quoi. Parce qu'à cette époque-là, ça chiait quand même. Hein. Ouais. Ouais. Ça rigolait pas. Alors, plus tard, quand vous rentriez de l'école après le goûter, vous lui faisiez répéter ses rôles. Il me disait, dépêche-toi de goûter parce qu'on a du boulot. Lui, il déambulait devant moi, il jouait son rôle. Ouais. Et moi, je jouais tous les autres. Ouais. La concierge, le mari, l'amant, tout. D'habitude, dans les familles, c'est les parents qui font répéter les cours des enfants. Vous, c'est Oui, répéter mais votre lui, père. il n'aimait pas, parce qu'il avait été très mauvais au bahut et tout ça. Ouais. Donc, il gueulait quand j'avais des mauvaises notes. Ouais. Mais il m'expliquait jamais un truc. Ouais. La seule chose qu'il m'a expliqué, c'est qu'il fallait lire des livres. Justement, des livres, vous en lisiez beaucoup, puisque à 13-14 ans, vous aviez déjà lu toute la série Noire. Comme il était un grand lecteur, il achetait beaucoup de livres et il les filait dans ma chambre. Puis un jour, je me suis levé un soir, j'avais du mal à dormir, j'ai regardé les titres et j'ai vu Vipère au sein. Ouais. Je me suis dit, tiens, ça doit être sympa, j'ai tiré et je me suis tapé tout. Quoi. Bah oui. D'où ma culture un peu vasouillarde. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous lisiez sous les couvertures avec une lampe de poche, et votre père entrait dans la chambre, alors il vous disait « tu dors ?» et vous, évidemment, connement, vous répondiez « oui », et il vous disait, c'est formidable, « ça te dirait un coup de saucisson dans la cuisine ?» Et hop, on attaquait jusqu'à 2 heures. Et vous tapiez le sauciflard avec Bernard Blier. Tout, un vrai repas. Ouais. Alors, votre père était un acteur surdoué.
Votre mère était une pianiste surdouée. Vous dites, ses mains me bouleversaient quand elle jouait Chopin. Oui, c'est exact. C'est-à-dire qu'elle a été un enfant surdoué. Et puis, elle a été stoppée net par la guerre. Elle a abandonné. Mon père n'a pas aidé pour qu'elle reprenne. Mais elle jouait divinement. Et moi, je l'obligeais à jouer quand j'étais un peu malade. Parce qu'à cette époque-là, on avait des merveilleuses maladies. On restait à la maison 15 jours. Donc, je lui disais, maman, joue. Et elle disait, non, 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 je ne sais plus, j'ai les doigts rouillés. Et elle jouait divinement bien, quoi. Il y a beaucoup de piano dans vos musiques de films, d'ailleurs. Oui, c'est ce qui coûte le moins cher en droit. Alors, Romer, Corneau, Chabrol seront les disparus de l'année au César. Ça vous fait peur de mourir? On a moins peur quand même au bout d'un certain temps. Voilà. Parce qu'il y a l'accomplissement, il y a le chemin parcouru, il y a tout ça. Non, ce qui fait peur, c'est ceux qu'on laisse derrière. Je pense aux petits. Voilà. Autrement, bon, honnêtement, si on n'a pas de religion, quand on a une religion, on a peur, parce qu'on se dit, je vais être jugé, tout ça. Mais quand on s'en fout, on a peur de rien. Oui. Quand on a une vie bien remplie, qu'on est un peu crevé, ça va finalement. Oui. Quand on est propre, qu'on laisse le terrain net, quelques films, quelques bouquins, voilà. Quelques ça pièces. suffit. Bon. Alors, tant qu'on est à parler de ça, pour votre mort, vous préférez qu'on évite de rediffuser lequel de vos films à la télé? Dites-le. Non, mais j'ai pas de film dont j'ai honte. Ouais. Non, il y en a des mauvais, il y en a des ratés, mais moi je dis jamais mauvais, je dis raté ou réussi. C'est ça le cinéma. Il y a des mauvais films réussis qui font des tabacs, il y a des bons films ratés qui marchent pas mais qui sont passionnants. Nous sommes toujours en compagnie de Bertrand Blier et nous accueillons Isabelle Mergo et Christian Estrosi. Bonsoir. Bonsoir. Comment va Oreste? Ah, mon chien? Oui. Ben, il fait un peu d'eczéma parce que je l'étais tendu ces temps-ci et il se tend avec moi. Et Jean Moulin, il va bien? Oh, bah oui, mais maintenant, je crois que je vais le débaptiser parce qu'il dit « Madame, madame ». C'est mon perroquet que j'ai appelé Jean Moulin parce qu'il parle pas. Même sous la torture, il dirait rien, voilà. Mais là, maintenant, il dit « Madame ». Ah ben c'est bien, dis donc, il progresse. Et puis, je lui ai appris à dire « Des bisous, des bisous ». T'aurais dû l'amener. Alors, Isabelle, je voudrais profiter de votre présence ici ce soir pour tordre le cou à une rumeur qui circule dans Paris depuis quelque temps. En fait, vous n'auriez pas de défaut de prononciation, ça serait juste du marketing. Ma mère a le même. Je me vois mal, ne serait-ce que pour ma famille qui me connaît depuis toute petite, inventer ça, quoi, c'est à la finale. Non, mais seulement, comme dans la langue française, il n'y a pas beaucoup de che et de je, il y a beaucoup de s, j'arrive à faire des phrases comme ça, vraiment longues, et puis de temps en temps, boum. Voilà, et c'est pour ça qu'on pense que je peux le faire exprès. J'adore. C'est une grande partie de votre charme, ça. Hein. Et plus je vieillis, plus il n'y a que ça qui reste. Hein, ah oui. Dis, moi. Alors Isabelle, votre premier film, je vous trouve très beau, a fait 3,6 millions d'entrées. Oui. Le deuxième, Enfin veuve, a fait 2,2 millions d'entrées. Et quand ces deux films sont passés à la télévision le même soir, c'est-à-dire un sur TF1 et l'autre sur France 2, ils ont fait 10,7 millions de téléspectateurs, 43% de part de marché à tous les deux. Eh ben, je suis bien contente. Bah oui, il y a de quoi. Ce soir-là, sur la 3, il y avait un film de Steven Spielberg qui a fait même pas... Il a fait 2,8 millions. Mais qui se désespère pas, Spielberg, il y arrivera un jour. Alors évidemment, tout ça vous met une pression de tous les diables pour le troisième, quoi. Bah, oui, c'est à double tranchant d'avoir du succès, ça, parce que si en admettant je faisais 1,5 million sur ce film-là, tout le monde dirait que c'est un échec, alors que dans l'absolu, c'est énorme. Vous avez expliqué ça au studio qui a financé le film, déjà, j'espère. Oui. Alors, le pitch, donc, vous allez le faire. Vous connaissez par cœur le pitch, non? Oui, c'est un mec qui s'évade de prison, qui est recherché par toutes les polices de France et qui se planque dans un tout petit hameau. Et là, il tombe sur une femme qui lui dit « Bon, voilà, je t'ai reconnu, je veux bien te cacher. Je te dénonce pas aux flics, à la seule condition, tu te débarrasses de ma mère. » Voilà. C'est du donnant-donnant. Alors, l'évadé, c'est Daniel Auteuil. Voilà. La fille sur laquelle il tombe, c'est Médée Marinescu, Marinescu, que vous aviez adoré dans Je vous trouve. que j'adore. Ah, je me souviendrai toujours de votre coup de fil à la sortie. Et donc, la mère adoptive qu'il faut tuer, c'est Sabine Azéma. Voilà. Dans ce film, Daniel Auteuil a eu un AVC, donc il s'exprime difficilement. Ouais. Il dit, par exemple, « n'a quel bain » pour dire « il y a quelqu'un Ouais.
où il dit olé olé j'émoute pour dire ça va, j'écoute. Alors il le fait très bien. Oui. Mais est-ce que ça aurait pas été plus simple de prendre directement Jean-Paul Belmondo? Alors, Éric Zemmour n'a pas aimé. Hein. Je crois. Ouais. Vous dites, comme à son habitude, Zemmour démolit tout ce qui est populaire. Je crois. Mais moi, je ne suis pas contre la critique. Je suis contre les insultes et contre le lynchage. Je n'ai pas d'autre mot, hein. Oui. Je ne sais pas comment on l'appelle. C'est dommage, il y a un CH dedans. Bon. Le lynchage médiatique. Et j'ai l'impression qu'on est comme dans les jeux du cirque, quoi. C'est le pouce en l'air, le pouce en bas. Ils font un show, quoi. Moi aussi, je fais mon show. Oh là là, il y a beaucoup de shows, là. C'est vrai qu'on a beau s'en foutre des critiques, c'est quand même ça fout un coup, ça fout un coup, quoi. Ouais. Moi, je peux pas m'en foutre. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai un beaucoup plus long parcours qu'Isabelle, donc c'est vrai que je peux faire le bilan maintenant et je me dis, bon, les critiques, je les ai oubliées. Je me souviens de mes films, c'est tout. Ouais. Je pense que les gens aussi, c'est tout. Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est vrai. Oui. Alors, Christian Estrosi, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous êtes beau, là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Thierry Ardisson venant de vous, ça ne me fait aucun effet. Non, mais vraiment, on dirait un acteur de Mad Men. Isabelle Mergo l'aurait dit, ça m'aurait fait un autre effet, vous voyez. C'est pas du tout une déclaration d'amour. Voilà, j'attendais d'être rassuré. Non, rassurez-vous. Non, mais je peux trouver des garçons beaux quand même, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que... Il faut se méfier sur le tard, il y a des mecs... Oui. C'est vrai qu'il y a un âge où... Oui. Hein? Oui, on en a connu. Hein. Et puis quand Thierry Ardisson commence par des compliments, il faut faire attention à la du suite. Tout. Non, vous êtes ici ce soir parce que ça y est, enfin, ça vient de tomber. Nicolas Sarkozy vient d'annoncer le remaniement ministériel. Christian, c'est fait. Vous êtes nommé Premier ministre. Je déconne. En fait, vous êtes nommé ministre de l'Intérieur. C'est pas mal. Tiens, dites du mal des Auvergnats pour voir. Je resterai de marbre. Ah, de marbre. Parce que nous ne sommes pas en train de faire l'horoscope de ce que certains qui se transforment en Madame Soleil imaginent. Ouais. Et j'ai voulu toujours garder mon sang-froid dans ces périodes. Bon, on se dit que si par égoïsme personnel, on préfère penser à soi-même et à ce qui se passera après, on n'est pas à la hauteur de la confiance qu'on a mise en vous. C'est beau, hein? Putain, c'est beau comme du Estrosi, dis donc. Non, mais... Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que vous réussissez très bien comme maire de Nice. Vous en avez fait la maison de retraite la plus sûre de France. Avec le taux de natalité le plus élevé de France. Ah, la maison de retraite? Les Niçois sont filmés 24 heures sur 24 maintenant. Oui. Mais il n'y a pas encore la voix qui leur dit ce qu'il faut faire. Ça ne va pas tarder. J'espère. Non, mais ministre de l'Intérieur, ça serait mieux que ministre de l'Industrie, parce que c'est quand même plus facile de reconduire des Roms à la frontière que de relancer l'industrie française, quand même. L'industrie est un domaine passionnant. Non, mais on va en parler. On va en parler tout de suite, parce que c'est vrai que nos usines partent en Chine, et eux, ils nous envoient des restaurants en échange. Bon, on passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine, avec l'édito de Blacko 1, et c'est Fabrice d'Almeida, historien, professeur à Paris 2 et chroniqueur sur France 2, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Depuis quelque temps, les occupations d'usines font la une des journaux. Continental, Le Jabi, Molex... Pas étonnant, la France a perdu un demi-million d'emplois dans l'industrie depuis 2002. Forcément, vu que la main-d'œuvre est 4 fois moins chère en Roumanie et 20 fois moins chère en Chine, qu'est-ce qu'ils font les patrons? Eh ben, vu que ce sont de vilains capitalistes, ils délocalisent à tour de bras. Alors, c'est vrai qu'on dirait un peu un argumentaire de la CGT. Et pourtant, au salon de l'auto, le président de la République a tenu exactement le même discours. Fabriquer à l'étranger pour vendre en France, non. Selon un rapport du Conseil économique et social, les délocalisations n'expliquent que 10% de la perte des emplois industriels. Le vrai problème, c'est qu'on n'est plus compétitif, on s'endort sur nos lauriers. On est très fiers de notre industrie automobile, mais aujourd'hui, tout le monde construit des bagnoles sur la planète. Et quand Renault propose sa Logan à 5 000 €, Tata, le constructeur indien, propose sa voiture à 1 500 €. On est très fiers de nos TGV et de nos Airbus. Mais aujourd'hui, les Chinois, eux aussi, vendent des TGV. Et demain, ils vendront des Airbus, certainement moins chers que les nôtres.
Si la France veut reprendre de l'avance sur les pays émergents, elle doit investir dans la recherche et le développement. Le boulot de Christian Estrosi, c'est donc de lancer le TGV ou l'Airbus de demain. Aïe, 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 ça va en faire du boulot pour Estrosi, hein. Et dire qu'il ne reste plus que 15 jours avant le remaniement. Allez Christian, plein gaz! Voilà, c'était l'édito de Blaco 1, mise en image de Julien Grappe. Fabrice, bonsoir. Bonsoir. Historien, professeur à Paris 2, chroniqueur sur France 2 dans la semaine critique, l'émission de Franz-Olivier Gisbert, documentariste sur France 5, demain à 20h35 pour Afrique, une autre histoire du XXe siècle. Enfin, présentateur, parce que c'est un super boulot qu'a fait Temps Noir, Alain Ferrari, Elika Mbokolo, donc toute une équipe qui ont bossé pendant 4 ans pour faire ces documentaires. Moi, je les présente juste. Hein. Alors, on passe à la fin de l'industrie en France. Logica, le Jabi, Molex. Toutes les semaines, on apprend la fermeture ou la délocalisation d'une usine. 200 000 emplois perdus en 2009, 550 000 emplois perdus depuis l'an 2000. Le dernier fleuron de l'industrie française, c'est la boîte de cassoulet. Hein. Même les jolies filles viennent de l'Europe de l'Est. Alors en même temps, Christian, comment reprocher aux patrons de vouloir gagner du pognon en délocalisant, si ça coûte moins cher de le faire ailleurs, après tout? Eux, leur job, c'est de gagner de l'argent. Hein. On n'a rien à reprocher au patron. Le politique n'a qu'à se reprocher à lui-même. Ouais. Ça fait 30 ans qu'on est enfermé dans une sorte de pensée unique dans notre pays, en expliquant à toutes les nouvelles générations que l'avenir, c'est les métiers de service, c'est la finance, c'est l'économie virtuelle. On voit où tout ça a failli nous conduire en moins d'une nuit lorsque nous avons eu ce krach boursier en 2008. Je peux vous dire que quand je m'exprime devant les élèves des écoles des mines et des télécoms qui sont sous ma tutelle, et de leur dire que désormais l'avenir d'une grande nation, ce qui fera sa puissance, comme ont su le faire en leur temps Colbert, le Second Empire, ou De Gaulle et Pompidou avec la politique électronucléaire, le TGV, Airbus ou Ariane Space, c'est la crise qui nous a amené à nous remettre totalement en cause pour convaincre les nouvelles générations que les vrais métiers de demain, ils étaient là. Je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que j'ai toute l'histoire qui me saute au visage. Je pense aux années 80, aux années 90, quand on nous disait c'est pas aux politiques de s'occuper de ça, c'est aux entreprises de s'en occuper, nous on fait plus rien. Et tout d'un coup, j'entends Christian Estrosi qui me dit attention, on va revenir à l'industrie, je vais prendre des initiatives, c'est pas les patrons qui vont conduire ça, j'y vais. Ça t'intéresse, toi, la fin de l'industrie en France? Ça me rend malheureuse de voir tous ces gens qui sont virés sans emploi, etc. Bon, alors écoute, tu vas nous dire ce que tu penses des remèdes, parce qu'il y a des remèdes à ça. Il y a d'abord la relocalisation. Rossignol, par exemple, qui faisait ses skis à Taïwan, revient les faire à Salanches. 80 000 paires de skis par an. Il y avait une petite odeur de nem sur les skis. Donc... On est rentré dans un mouvement inverse. Pourquoi? Parce que même si la main-d'œuvre est moins coûteuse à l'extérieur de nos frontières, d'abord parce que nous n'avons pas les mêmes règles sociales, les mêmes règles environnementales. C'est bien dommage. Ils font chier avec leurs 35 heures et leur retraite à 60 ans. Mais c'est un combat à mener pour qu'aux frontières européennes, nous réussissions à avoir une taxe carbone. Pour dire que tous les pays qui ne respectent pas les règles environnementales que nous nous imposons à nous seront obligés de payer très cher pour revendre leurs produits dans la zone euro. Je vais encore vous taquiner parce que ce que vous venez de dire, ça m'amuse. C'est-à-dire la relance industrielle par la taxe. Alors là, je dois avouer qu'il y a quelque chose qui m'échappe. C'est la taxe aux frontières européennes. Oui, mais c'est pas un projet industriel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un projet industriel porteur, c'est pas Ariane, c'est pas le Minitel. La compétitivité, c'est quoi? C'est réussir à produire à un coût équivalent entre le continent asiatique, l'Union européenne, les États-Unis. L'Allemagne, elle a les mêmes contraintes que nous, elle exporte beaucoup plus que nous. Donc je pense qu'il y a une question de nature de la production. Christian, les relocalisations, ça coûte cher. Ça va leur filer du pognon, mec. Oui. Si c'est de l'emploi subventionné, ça sert à quoi? C'est pas de l'emploi subventionné, car nous ne subventionnons pas l'emploi. C'est un prêt d'abord, c'est un prêt bonifié. C'est-à-dire que tous ceux qui s'engagent à fermer un emploi à l'extérieur pour l'implanter chez nous, ça coûte en investissement pour installer ordinateurs, des locaux industriels, etc. Et nous accompagnons à l'investissement par un prêt bonifié, mais qui sera remboursé. Alors, autre remède, le Made in France. Là, vous jouez un peu la xénophobie. Vous croyez que les Français vont être racistes aussi pour les produits? Et 85% de Français qui disent très clairement que si, dans les vitrines, sur les étalages, on affiche le pourcentage de composants, parce que fait en France, c'est une chose, mais si vous saviez le nombre de choses qui sont assemblées en France
et qui sont en réalité des composants étrangers. Donc il y aura un petit camembert avec marqué... Avec tel pourcentage de composants français, de composants coréens, etc. Et après, on compare. Même avec un coût légèrement supérieur, 85% de Français disent on jouera le jeu du français. Est-ce que toi, par exemple, si tu vois Made in France, est-ce que tu vas acheter plus volontiers? S'il est un tout petit peu plus cher, comme vous dites, non. Bertrand, vous voyez une pipe. Oui. Les bonnes pipes, c'est en France. Hein. Sérieusement, est-ce que le fait qu'il y ait marqué fabriqué en France sur un produit, ça vous donnerait envie de l'acheter, vous? Un peu, oui. Un peu quand même. Oui, oui. Bien. Autre remède, le protectionnisme. Pourquoi, en fait, on ne ferme pas les frontières et en France, on consomme français et les autres prennent? Non, d'abord, nous avons à construire l'Europe, l'Europe de l'industrie, parce que additionner les investissements que chaque pays met sur la recherche... Pourquoi on ne fait pas un protectionnisme européen? Mais c'est ce à quoi nous travaillons. Ça, j'y crois. Parce que si nous fixons à la concurrence hors des frontières européennes des règles environnementales, des règles sociales, des règles fiscales, franchement, si on continue à accepter que des produits qui sont fabriqués par des enfants dans certains pays peuvent continuer impunément à être vendus à l'intérieur de l'Union européenne, je veux dire, nous ne respecterions pas certaines valeurs sociales qui doivent être celles de l'Union européenne. Après tout, regardez les États-Unis, ils ne se privent pas d'être protectionnistes. Non, mais c'est des vieilles solutions, en fait. Hein. Le protectionnisme, à chaque fois qu'il y a une période de crise, hein, c'était notamment le cas dans les années 30, on a tendance à vouloir se refermer sur le marché. Alors, il y a un risque, hein, et il faut quand même dire que l'essentiel de la croissance dans ce qu'on a appelé les 30 glorieuses vient justement de cette ouverture des frontières, de cet abaissement des tarifs douaniers, qui a permis la circulation des produits, qui a permis aussi la circulation des idées, donc de donner des innovations différentes. Mais pour l'industrie, je ne suis pas sûr que ce soit ça notre problème essentiel. Qu'est-ce que vous feriez? Tiens, imaginez qu'au prochain remaniement ministériel... Mais moi, je ne suis pas du tout de la même tradition que lui. Oui. Donc, lui, il vient d'une tradition qui, en principe, s'est un peu appuyée sur l'idée libérale de l'économie. Moi, je viens de la social-démocratie, donc je suis quelqu'un de plus planificateur. C'est-à-dire qu'à mon avis, il manque quand même un peu d'initiative d'État pour des grands projets. C'est-à-dire que tous ceux qu'on a en tête, que ce soit le TGV, que ce soit à une époque le Minitel, le Concorde, c'était un échec, mais c'est pas grave. Ouais. Mais quand même, c'était au départ des grands projets d'État portés et où il y avait vraiment un effort de coordination mené par l'État. Et j'ai l'impression qu'on s'est un peu rogné les ailes depuis les années 80 en considérant qu'on devait laisser l'économie au monde de l'entreprise et les laisser, eux, innover. Et j'aimerais que vous me disiez, vous, voilà, moi je suis un peu comme Pompidou, j'ai une idée, je veux... voilà, ou Chirac qui avait pensé avec l'hydrogène, nouvelle production d'énergie. Je ne sais pas, là, j'essaye de me dire qu'est-ce que c'est le grand truc de Christian Estrosi. Le truc qui fait que dans 20 ans, moi je pourrais être fier de me dire, voilà, c'est Estrosi qui l'a fait. Je prends un seul exemple. Sur l'énergie thermodynamique solaire, nous sommes en train de financer le premier démonstrateur au monde, c'est-à-dire la capacité à faire de l'énergie solaire renouvelable pour les pays émergents, un coût plus inférieur que le photovoltaïque. Eh bien, c'est en France, c'est dans le laboratoire de la CNIM à la Seine-sur-Marne. C'est pas il y en a plusieurs. Christian, je vous dis que nous avons aujourd'hui des produits qui réussissent à être les premiers au monde, là où on avait du retard dans d'autres produits. Très bien. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 2. Et si on rouvrait les maisons closes? En même temps, la question n'est pas nouvelle. Elle se pose très exactement depuis le 13 avril 46, date à laquelle les députés ont voté la fermeture des 1400 bordels français. Cette semaine, la diffusion de la série Maisons closes sur Canal+ a relancé le débat. J'attends de vous charme, endurance et je n'oserais dire intelligence. Un client trop vite satisfait est un client à moitié perdu, d'accord ? Selon la députée UMP Chantal Brunel, on protégerait mieux les prostituées en rouvrant les maisons closes. Nous sommes un pays des droits de l'homme et nous avons des êtres humains qui vivent en semi-esclavage. Donc je dis, faisons des choses, regardons. Eh oui, même les partisans de la réouverture des maisons closes n'osent pas prononcer le mot. La création d'endroits dédiés, ouverts. C'est là qu'on voit que le sujet est délicat. En voilà une mesure qui serait populaire. 59% des Français sont pour. Ça grimpe même à 70% chez les hommes.
Alors, plutôt que d'entretenir la polémique, soyons pragmatiques. On nous cite toujours l'Allemagne en exemple. Eh ben prenons exemple sur les Allemands. Chez eux, la prostitution est un métier comme un autre. Le secteur compte 400 000 salariés qui cotisent pour la Sécu et la retraite. Et comme d'habitude avec les Allemands, ça cartonne sur le plan économique. 14 milliards de chiffres d'affaires. Et pour attirer le client, comme n'importe quel commerce, certains bordels font même des promos. Le Pussy Club, par exemple, propose un forfait illimité baise, bière, bouffe pour 70 € seulement. Y a pas à dire, le modèle allemand, c'est vraiment très romantique. Voilà, c'était l'édito de Black Côte 2, mise en image de Julien Grave, voilà. Alors Bertrand Blier, je vous ai foutu la paix sur l'industrie, hein. Vous reconnaîtrez que je ne vous ai pas beaucoup interrogé. Moi tout de suite. Bah oui, c'est normal. À mon âge, quand même. Bah, à votre âge, justement. Non, alors vous êtes pour ou contre? On s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce qu'on n'a pas besoin ni de les fermer, ni de les ouvrir, ni rien du tout. Ah bon? C'est pas un problème de société. Bah. Ça ne nous manque pas, on vit sans. Ils sont fermés, là. Ça vous manque pas, vous? Bah non. D'ailleurs, c'est un problème de femmes. C'est aux femmes de décider, c'est pas à nous. Isabelle. Bah, pour la seule façon d'aider ces personnes, c'est pas d'aménager des maisons closes ou des choses comme ça, ou d'aménager, ce serait d'abolir complètement. C'est comme l'esclavage, elle a parlé d'esclavage, l'esclavage n'a pas été aménagé, l'esclavage a été aboli. Et alors, on dit, ah oui, mais la prostitution, de toute façon, c'est depuis la nuit des temps, on peut rien faire. On peut rien faire. Est-ce qu'on a déjà essayé de faire quelque chose? Ah oui, quand même. Non, mais l'abolition totale. On a essayé Réellement, plusieurs fois. on a essayé quoi? Alors, faisons un parallèle rapide. Oui. C'est un peu comme la drogue. C'est interdit. Et malgré tout, il y a des gens qui se droguent. Donc, ils utilisent des filières parallèles. Non, c'est pas tout à voilà fait la pareil. question. Donc, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura une demande, on peut penser qu'une offre va se constituer. On n'est pas du tout dans l'économie classique, là. Sincèrement, moi, je connais bien ce sujet, puisque... Ah je sais, Christian, je sais que vous avez été rapporteur. Voilà. Je sais, non, mais je sais bien. Les lois Sarkozy, j'en étais le rapporteur. Oui. C'est terriblement inhumain. Ce sont des souffrances épouvantables. On parle toujours du problème de la prostitution sans regarder le vrai problème et l'économie qu'il y a derrière. Ce ne sont pas les prostituées qui en profitent, ce sont les proxénètes, ce sont des réseaux criminels et mafieux pour la plupart du temps qui sont transfrontaliers. Je vois que dans tous les pays où on a réouvert ou laissé ouvert les maisons closes, la prostitution a continué à monter et à progresser. En France, depuis les lois Sarkozy, elle n'a cessé de chuter parce qu'on a fait tomber des réseaux entiers. Donc vous êtes contre la réouverture des maisons closes? Oui, je suis contre. Je ne veux pas légaliser le statut de proxénète. Ouvrir des maisons closes, c'est légaliser le statut de proxénète. Est-ce qu'il faut pénaliser les consommateurs? Oui. Bah, ce serait pas mal, ça. C'est fait. C'est théoriquement C'est fait dans la loi. Autrefois, seul le racolage actif était un délit. Désormais, le racolage passif, c'est-à-dire le consommateur qui fait la démarche, se trouve impliqué dans le délit et donc est poursuivi. Non, mais c'est très juste. C'est vrai, quand on lit les mémoires de certains policiers des mœurs, de certaines dames proxénètes, c'était très violent. Hein. Enfin, c'était quand même des lieux de contrainte et de dureté. Alors, il y avait l'apparence, effectivement, de la fête pour le client, mais derrière, c'était... l'abattage. Derrière, c'était assez terrible. D'ailleurs, le film de Canal a des passages qui sont extrêmement violents. On le voit très bien. Je vois pas très bien comment on peut abolir. On peut protéger les femmes qui exercent ce métier et organiser tout ça avec moins d'hypocrisie. Bon. Voilà, c'est le grand truc. Mais la profession libérale, ça serait une bonne solution. Si elles veulent exercer ce métier, c'est leur problème. Ah oui. On va pas l'interdire, ça marchera pas. C'est comme le pinard ou la drogue. Si, c'est un métier. C'est comme la prohibition en Amérique. Il y en a très peu qui le font librement aussi, de ce métier, c'est ça. Oui, mais il y en a. Christian, je vous laisse filer, vous avez un avion à prendre. Ne changez rien. Vous êtes vraiment là, je ne sais pas ce que vous avez fait à votre coiffure, tu ne trouves pas? Il est tombé amoureux. Je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux d'Estrosi, dis donc. Nous sommes toujours en compagnie de Bertrand Blier, Isabelle Mergo, Fabrice D'Almeida. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Marion Bergeron. Bonsoir. Alors Marion, vous publiez chez Plon 183 jours dans la barbarie ordinaire, un CDD chez Pôle emploi, où vous racontez la réalité du chômage, l'absence d'offres, la violence des gens, les insultes. Enfin, c'est un système kafkaïen, on peut dire. Hein.
où les employés sont aussi détruits que les chômeurs, finalement. Oui, effectivement, c'est ce qui m'est arrivé. On en reparle à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. À vous Stéphane, pour la semaine de Guillon. On commence avec l'info de la semaine. Jérôme Kerviel, condamné à 3 ans de prison et à 4,9 milliards de dommages et intérêts. Faut pas qu'il panique, Jérôme. Avec le physique qu'il a, il y a une vieille dame à Neuilly-sur-Seine qui, en 2-3 chèques, peut éponger ses dettes. Tout ce qui est comptabilité, enveloppe de liquide, il demande monsieur Éric W, un grand type avec une tête de curé. Et pour ses 3 ans de prison, il demande monsieur Courroy pour qu'il lui fasse une Chirac. Alors, c'est un terme judiciaire, la Chirac. Toutes les malversations, les escroqueries que t'as faites, un coup d'éponge, on n'en parle plus. L'activité cérébrale des délinquants diffère de celle des autres. Les grands voyous présentent un déficit de connexion entre le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal. Oh oui, putain, oh là là. Oh là là, il y a des différences de connexion incroyables. Hein. Vous devez le faire avec monsieur Estrosi, il est parti. C'est pas pour pas vous voir, il avait vraiment un avion à prendre. Oui, bien sûr. Que les avions privés, vous savez, ça décolle à l'heure. Éric Besson réfléchit à rendre le CV anonyme obligatoire. S'il veut retrouver du boulot après 2012, c'est sa seule chance. Un juge déclare illégal le placement d'un bébé de 7 mois dans un centre de rétention. Ah non, non, non. On va pas commencer à s'apitoyer. Bon, là, c'est une petite albanaise adorable et toute mimue. Mais attention, ça grandit, ça grandit. Dans une dizaine d'années, on va la retrouver édentée, enceinte, sur le trottoir, en train de piquer des portefeuilles à Châtelet-Léal. Faut la maîtriser dès maintenant, la petite pute. À cet âge-là, les billets d'avion sont gratuits, on en profite, on s'en débarrasse. L'audio-description à la télé, un procédé qui permet de décrire les images aux aveugles, va être étendu à la plupart des programmes, sauf pour les émissions de Valérie Damido. Les aveugles refusent qu'on leur décrive les décors qu'elle a réalisés. On les comprend. Un steak de viande serait responsable du contrôle positif d'Alberto Contador lors du Tour de France. Pouvoir pédaler tous les jours pendant 4 semaines à 80 km/h grâce à un seul steak, Jean-Luc Delarue devrait demander à Contador l'adresse de son boucher. Déni de grossesse, si vous ne voulez plus de bébé, inutile de le congeler. Il existe dans le commerce des produits tout à fait légaux pour le supprimer. Le berceau chinois, ses portes coulissantes peuvent se détacher et écraser bébé. Les chaises hautes Ikea qui se déclipsent toutes seules. Les poussettes McLaren qui sectionnent les doigts de bébé, ça ne le tue pas, mais après, mettez-le à dormir dans son berceau chinois. Et enfin, le collier Aquaperle qui contient un produit toxique proche de la drogue du violeur. S'il y a des curés qui nous regardent, offrez un collier Aquaperle, l'enfant est plus docile. Même moi, ça me dégoûte parfois. On aimerait connaître celui qui a soufflé au Figaro la critique consacrée au documentaire sur Carla Bruni. 2 écoutes. Si vous pensez que c'est la première, tapez 1. Bonsoir. Un documentaire qui révèle une femme indépendante. Ce film est bien plus profond que ce qui paraissait au départ comme une simple opération de com'. Attention! Si vous pensez que c'est la 2e écoute, tapez 2. Allô? Je suis bien au Figaro. Bon, je vous dicte, hein?
Alors, c'est un documentaire. On découvre une femme pleine de malice, d'autodérision, qui a la tête sur les épaules, c'est léger, c'est drôle, c'est indépendant, hein, surtout, vous marquez, c'est indépendant. Voilà, puis vous mettez tout ça à votre sauce, puis vous me rappelez pour validation, hein, et bon courage. Suite au bras de fer l'opposant à Éric Besson, le cirque Tzigane Romanès est menacé d'expulsion. Bonjour les enfants! Comment ça va les enfants? Vous aimez le cirque les enfants? Oui! Vous savez qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le cirque? Si, c'est le clown Besson. Bonjour, je suis le clown Besson. Carte d'identité, permis de séjour, qui c'est qui a pas ses papiers? Nous! Les enfants, qu'est-ce qu'on lui fait au clown Besson pour qu'il nous laisse travailler? De l'eau, voilà! Et qu'est-ce qu'on lui fait encore? De la farine, voilà! Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait le clown Besson? Il s'en va! À la semaine prochaine! Voilà, c'était Stéphane Guillon, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Marion, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes née en 1984 à Lyon, scolarité dans des écoles catholiques privées, bac littéraire, faites Hippocagne, mais vous abandonnez. Vous galérez un peu, vous vendez à un moment des baguettes et des croissants dans une boulangerie, vous vous ennuyez, vous passez un BTS édition à Paris et vous retournez à Lyon, vous vous retrouvez au chômage. Et là, vous postulez pour bosser au Pôle emploi, avec l'espoir secret quand même de ne pas être embauché. Oui, c'était pas vraiment ma formation, mais j'étais un petit peu au bout du rouleau, j'avais pas trop le choix. La presse parlait d'un recrutement de 1840 CDD. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai passé un entretien très rapide. J'étais embauchée très vite. Vous faites partie donc de ces 1840 CDD de 6 mois, embauchés en avril 2009 pour faire face à la crise. Hein. Vous êtes affecté dans une agence de la banlieue sud de Paris. Oui. Et là, les surprises vont commencer. Oui, il y a vraiment une ambiance glauque. Quand je passe la porte de cette agence, on sent qu'on n'est pas le bienvenu. Et puis, très vite, il y a une altercation à l'accueil. Une dispute entre des employés du Pôle emploi et une dame qui veut faire des photocopies. Voilà. Ça hurle, ça crie, enfin... Oui, ça commence mal. Alors, vous découvrez assez rapidement que personne n'est au courant de votre arrivée. Oui. Et les autres employés se plaignent car vous n'avez aucune expérience et pourtant vous êtes mieux payés qu'eux qui ont fait des concours, etc. Donc ça crée déjà des tensions, des jalousies. Quand on met dans la balance l'expérience, enfin l'ancienneté, finalement j'étais aussi mal payée qu'elle. Aussi mal payée, voilà. Alors il y a, oui, il y a 7 postes à pourvoir dans cette agence, donc voilà, ils ont pris à peu près n'importe qui, on peut le dire, oui. Sans vous vexer. Mais vous n'aviez aucune qualification pour faire ça, quoi. Non, j'avais aucune expérience dans ce domaine-là, aucune formation, j'étais vraiment non qualifiée pour ce métier. D'ailleurs, vous auriez dû faire une formation. Devant la déferlante des nouvelles embauches, les formateurs n'avaient pas le temps. Enfin, il y a un sous-effectif chronique à tous les niveaux chez Pôle emploi. Donc même au niveau de la formation, c'était pas possible de me former. Alors en fait, ce qu'on apprend en lisant votre bouquin, c'est que cette fameuse fusion entre la NPE et les ACDIC n'est pas terminée parce qu'il y a des syndicats qui refusent de signer les accords. Et quand les demandeurs d'emploi viennent vous voir, vous êtes ex-NPE, vous êtes obligé de les envoyer chez ex-ACDIC et vous leur faites des plans pour qu'ils y aillent. Finalement, Pôle emploi n'est qu'un logo sur une porte ou sur les convocations. C'est de la com, en fait. Oui, c'est juste une image, mais derrière, rien n'existe. Alors, vous découvrez assez rapidement que les demandeurs d'emploi sont pas sympas du tout. Jamais bonjour, jamais rien. Ils vous traitent assez mal, quoi. Oui, bah, en fait, on a l'image du fonctionnaire qui est dans une administration inefficace, qui fera rien pour ses demandeurs d'emploi,
qui en plus a un travail à vie, qui est sûrement fainéant et très bien payé. Donc c'est une espèce de caricature, mais elle est dans l'esprit des gens. Et effectivement, quand ils arrivent dans l'accueil de cette administration, ils ont des soucis avec leur dossier, les choses se passent mal, on les méprise, on les maltraite, et forcément, la personne qui est en face reçoit cette violence-là. En l'occurrence, c'était moi. Il y a une fille qui s'est fait cracher au visage par un demandeur d'emploi quand vous étiez là, quoi. Oui, enfin moi j'ai été physiquement malmenée. Malmenée. Oui. Alors, question en productivité, vous avez 5 minutes par candidat, pas plus, hein? À l'accueil, oui. Au téléphone aussi. En sachant que les gens qui viennent à l'accueil, ils ont des problématiques assez complexes, ils ont un vrai besoin, une vraie demande, que ce soit un problème de dossier d'indemnisation ou au niveau de leur recherche d'emploi. En 5 minutes, on ne peut pas régler grand-chose. Ne serait-ce que d'écouter la personne et de comprendre ce qu'elle demande, ça prend déjà plus de 5 minutes. Donc les files d'attente s'allongent, la tension augmente. Oui, vous vivez dans une tension permanente. Un jour, il y a un type qui arrive, qui a été radié, qui brandit sa radiation, et il vous dit « c'est quoi ça, comme ça ?» Et en fait, il ne s'était pas rendu au dernier entretien. Il tente de vous gifler, ce gars-là. Oui. Je l'attrape par le bras, il me traite de salope. Et donc là, tout s'écroule. Enfin, moi, je ramasse mes petites affaires, je quitte l'accueil sans vraiment savoir où je marche. Mais là, je suis complètement seule. Je n'arrive même pas à aller voir mes collègues pour leur en parler, parce que je sais que l'accueil, c'est comme ça. Alors voilà, donc un matin, vous prenez le métro et vos nerfs lâchent, vous vous retrouvez au terminus, vous rentrez chez vous, et là, vous vous retrouvez en arrêt maladie, vous craquez, quoi. Oui, au bout d'une semaine de travail. Oui. Vous êtes fragile d'habitude, non? Non, pas vraiment, mais sur le moment, je m'en suis même pas rendu compte. Je me suis dit, bon, je suis malade, j'ai quelque chose qui va pas. Je me suis pas dit, c'est Pôle emploi. C'est après que j'ai compris que c'était si violent. Alors forcément, on se dit, bah non, c'est qu'un travail, je vais y arriver, il n'y a aucune raison que ça m'affecte à ce point-là. On essaye de mettre des barrières, mais tout ça, ça tient pas. Vous n'avez pas tenu le coup, et d'ailleurs, vous entendez, quelques temps plus tard, on vous dit qu'au Pôle emploi... de toute façon, tout le monde sait que 35 jours de congé, ça suffit pas, quoi, et que en fait, les gens qui travaillent là sont obligés de prendre beaucoup plus de, disons, d'arrêt maladie, puisque c'est pas des congés. Les méthodes de travail sont très bizarres, parce que nous, ce qu'on imagine, en fait, c'est que d'un côté, il y a des employeurs qui ont besoin d'employés, et de l'autre côté, des demandeurs qui ont besoin d'emploi. Et on pense qu'en fait, votre boulot consiste à comparer les demandes avec les offres, et à trouver l'offre qui va avec la demande. En fait, c'est pas ça du tout. Non, ce serait trop simple. La vocation de Pôle emploi, c'est de remplir des cases et de faire des lignes de chiffres. De dire, on a bien reçu tant de demandeurs d'emploi, on a traité tant d'offres, on a rentré tant d'offres ce mois-ci dans le logiciel, mais c'est tout. Derrière, il n'y a pas de suivi. Mais les gens qui vont là, en fait, ce qu'ils veulent, c'est aller au Pôle emploi, ils pensent pas qu'ils vont trouver du boulot. Ce qu'ils veulent, c'est passer par là pour toucher les acédiques, non? Mais non, justement, c'est là qu'on se trompe. On a vraiment une image du chômeur glandouilleur qui veut juste toucher ses allocs et puis qui va se débrouiller tout seul. Mais c'est pas vrai, il y a plein de gens qui ont besoin d'aide pour faire un CV et qui savent pas à qui s'adresser et qui vont chez Pôle emploi. Et là, on a un vrai rôle de service public à jouer. Vraiment, c'est ça qu'il faut faire les CV des gens qui en ont besoin, tout simplement. Mais on n'a pas le temps. C'est kafkaïen. Alors, il y a le numéro de téléphone aussi, le 3949. Alors ça, c'est un numéro unique pour tous les chômeurs, mais il est payant. Alors, quand on a dit ça à Laurent Wauquiez, il a dit oui, mais c'est normal, comme ça, ça leur apprend, ça les responsabilise, etc. Il y a 350 000 appels par jour sur ce 3949, alors que, par exemple, Free ou SFR, c'est que 25 000. Oui. En même temps, c'est la logique de Pôle emploi. On met les gens à distance. On essaie de les recevoir le moins possible et on leur demande d'utiliser les outils comme Internet ou le téléphone. Enfin, il y a une vraie politique qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une attente folle. C'est-à-dire qu'à un moment, vous regardez le mouchard de votre téléphone, vous vous rendez compte qu'il y a 18 appels en attente. Pour ma ligne. Alors forcément, vous prenez le téléphone, la personne est déjà énervée, vous avez encore rien dit, mais c'est normal. Ah oui, si ça fait 1h30 qu'elle attend, oui, ça je comprends. Oui. Alors en fait, grosso modo, quoi, vous avez le sentiment de servir à rien, d'être une espèce de conseiller factice, et vous dites d'ailleurs, le Pôle emploi devrait recruter des comédiens, ça serait finalement plus simple. Et finalement, on me met à l'accueil et on me dit, fais semblant. Voilà un badge, tu vas faire semblant d'être un conseiller. Alors, le problème, c'est que certains demandeurs sont carrément fous. Oui, il y a des gens qui sont dans des situations psychologiques très sûr, graves. Très dur. Et l'accueil de Pôle emploi est ouvert à tous. Donc, c'est un des rares endroits où n'importe qui peut entrer sans payer ou sans avoir de rendez-vous.
Donc c'est vrai qu'il y a une concentration de population très en détresse. Il y a notamment des sans domicile fixe qui viennent faire leurs toilettes le matin dans les toilettes publiques. Bon, c'est des choses qui ne posent pas forcément problème, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils de personnes qui ont des problèmes de drogue et des problèmes de violence qui viennent à Pôle emploi et qui sont en plus dans des situations de chômage, donc avec lesquelles il faut arriver à faire quelque chose. Et c'est très difficile. Ça supposerait aussi une formation pour la gestion de ce type de personnes. Regardez-moi, j'ai 24 ans, je suis toute jeune. Je ne peux pas faire le poids, puis j'ai aucune crédibilité, moi, face à des gens qui ont un passé très lourd. Alors, vous avez sur votre ordinateur une petite icône, donc vous cliquez dessus quand ça devient grave, donc une espèce d'alerte, ce qui fait qu'à ce moment-là, tous vos collègues arrivent et pour vous protéger au cas où vous seriez physiquement agressé, quoi. Bon, il faut quand même pouvoir cliquer sur son ordinateur, ce qui n'est pas toujours évident. Surréaliste. Oui. Et donc là, tout le monde se rue, voilà. en priant pour que ce ne soit pas trop tard. Alors là, évidemment, ça vous tape sur le système, ce qui se comprend très bien quand on vous écoute. Deuxième arrêt maladie, cette fois antidépresseur. Et là, il y a une scène évidemment terrible avec un type qui était un habitué des absences et des avertissements, qui ne se rendait pas à ses rendez-vous, et qui lui dit « Tu vas bouger ton cul ou je te casse la gueule, salope ». En fait, à un moment, vous êtes pris dedans, donc vous vous rendez plus compte de la violence que vous subissez, parce que chaque jour, ça va crescendo. Mais ce jour-là, j'ai vraiment eu peur pour moi. Et, je me sens complètement vulnérable. Il n'y a pas de collègues, je ne sais pas quoi faire, et je m'enfuis littéralement de mon poste. Alors voilà, votre mec commence à en avoir marre, parce que tous les soirs, vous rentrez à la maison en lui racontant tout ça. Oui. Donc il finira par vous quitter, d'ailleurs. Oui. Et je tiens à préciser que mon homme est revenu. Ce qui est une très bonne nouvelle. Quand on vous voit, on comprend. Il aurait été con de parvenir, franchement. Ouais. C'est gentil. Alors, votre témoignage est très intéressant. Ce qu'on pourrait se dire, effectivement, c'est que vous êtes très jeune. Est-ce que vous n'avez pas juste découvert la misère du monde à travers cette expérience? Moi, je suis une précaire, donc je viens d'un milieu pas très aisé, mais j'ai du mal à trouver du travail. J'ai eu des fins de mois très difficiles. Puis je prends le métro, comme tout le monde, donc on la voit, la misère du monde. Mais cette violence et puis ce mépris que l'institution a pour les Français, ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment pas imaginé. Vous réagissez comment quand vous entendez ça? Je trouve ça très touchant et effectivement, les gens qui viennent sont certainement désespérés et ne savent pas que vous n'avez pas de formation. Marion a l'air de charmante et vraiment aimer les gens et vouloir les aider. Il y en a plein de gens comme ça, mais elle peut rien faire. Elle peut rien faire. Non, ce qui me frappe, c'est la difficulté pour les professions au contact avec le public. J'allais dire c'est la double peine, dans le sens où il y a à la fois une peine pour celui qui accomplit sa tâche et la peine du public qui est en face, qui doit passer par cette administration. C'est un univers absurde, ce que mademoiselle a raconté, là, totalement absurde. On se demande pourquoi ça existe et à quoi ça sert. S'il y a très peu d'emplois qui sont trouvés, on ferait mieux de fermer. Voilà, merci de votre témoignage. Je vois que la bougie d'Amnesty International est pratiquement consumée. Je crois qu'après la prostitution, on va abolir la peine de mort et le chômage. Mergo, non? Abolir la peine de mort? Oui. Elle n'est pas abolie? Il y a plein de pays où elle n'est pas abolie. Oui. 58 pays dans le monde où elle n'est pas abolie. Voilà, voyez. C'était Salut les Terriens, mesdames, messieurs, avec Bertrand Blier pour Désolé pour la moquette, au théâtre Antoine, et le bruit des glaçons, toujours en salle. Isabelle Mergo, donnant, en salle depuis mercredi. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. Fabrice D'Almeida, chroniqueur dans la semaine critique sur France 2. Et donc demain soir, Afrique sur France 5. Voilà. Marion Bergeron, merci pour 183 jours dans la barbarie ordinaire chez Plon. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions, Roland.com. Et pour les abonnés, à 20h50, Bobby, avec Sharon Stone et Demi Moore, qui est un film absolument génial. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.